Good Morning Business, French Tech. Retour de la matinale de l'économie, il est 8h22. Il faut avoir cherché un rendez-vous chez l'orthophoniste en France pour savoir à quel point c'est compliqué. Il y a 1,3 million d'enfants 10 en France, 25 000 orthophonistes. On voit bien que ça ne matche pas. On va en parler avec François Vontron. Bonjour, vous êtes le cofondateur de Poppins. Vous travaillez justement sur ces enfants qui ont besoin d'un accompagnement, notamment orthophoniste, notamment sur les questions de dyslexie. Quand on parle d'un trouble 10, qu'est-ce qu'on met derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce dysfonctionnement? Il y a une multitude de troubles, en fait. Comme derrière le mot 10, on va parler de la dyslexie, qui est le trouble, je pense, probablement le plus courant, qui est un trouble de la lecture spécifique. Mais vous allez parler aussi de dysphasie, qui est un trouble du langage oral, de dyspraxie, qui est un trouble de la coordination et du développement moteur. Donc, en fait, vous avez un ensemble de troubles qui affectent ces enfants d'une manière durable, spécifique, et qui vient, en fait, à un âge qui est ultra crucial pour le développement de l'enfant. Donc, c'est une multitude de troubles, et ça touche 1,3 million d'enfants. Et il n'y a pas d'orthophoniste. Et on manque cruellement d'orthophonistes. Les professionnels de santé font un travail qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les orthophonistes. Il y a aussi les psychomotes, les ergothérapeutes, les neuropsys. Tous ces professionnels de santé font un travail incroyable. Ils ne sont pas assez nombreux. C'est qu'ils ne sont pas assez nombreux. Donc, il y a des listes d'attente qui sont très longues. Et donc, ce qu'on vient faire avec Poppins, c'est essayer de soutenir ce travail-là en complément. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous vous êtes lancé dans ce qu'on appelle les thérapies digitales ou thérapies numériques. Donc, pour le dire simplement, vous, votre solution pour lutter contre les troubles 10, c'est un jeu vidéo, hein, on va le dire comme ça. Donc, expliquez-nous un petit peu comment, d'abord, à quoi ça ressemble ce jeu vidéo et comment est-ce qu'en jouant à un jeu vidéo, on peut lutter contre la dyslexie, parce que ça semble complètement fou. Alors, de manière concrète, en fait, la question de la thérapie numérique, c'est le fait que c'est un dispositif médical, au sens régulé par l'ANSM, par les autorités. Avec des essais cliniques. Avec des essais cliniques à la clé, notamment un essai randomisé contrôlé en double aveugle qu'on a mené avec la Fédération française des 10, avec des hôpitaux, etc. Mais par contre, on a mis tout ça dans un jeu vidéo. Parce qu'on parle d'enfants qui ont 7 à 11 ans, donc au-delà des débats actuels sur les écrans. Mais par contre, 7-11 ans, si vous voulez capter l'attention d'un jeune patient, c'est extrêmement complexe. Donc c'est pour ça qu'on a mis dans un jeu vidéo, avec de la musique, avec des personnages, bref, tous les mécanismes que vous connaissez, pour faire en sorte que le dispositif soit efficace, certes, mais aussi utilisé. Mais comment ça, qu'est-ce que ça fait? Le fait de jouer aux jeux vidéo, en quoi ça va avoir un impact sur mon cerveau et la façon... Vous bossez, dont vous répondez à des petits jeux avec des lettres. Concrètement, vous allez avoir 20 minutes, donc 10 minutes de jeux de langage écrit. Donc, c'est des jeux sur lesquels vous allez justement travailler sur l'association des différents phonèmes, sur les consonnes, etc. Et vous allez avoir 10 minutes de jeux rythmiques. Le rythme, c'est un peu un déficit qui est quasiment constant dans les troubles du neurodéveloppement. Et c'est ce qui va vous aider à mieux processer les sons dans la parole et en faire justement une continuité. Et donc, ces 20 minutes maximum, après l'écran se bloque, ça permet d'avoir du coup un support dans la rééducation de manière quotidienne. Mais je me rends compte que je suis en train de faire un exercice de langage où c'est vraiment un jeu vidéo. Surtout et finalement... pas. Bah oui, non, mais c'est pour ça que je pose la question. Il faut que ce soit finalement caché et que je me rende pas compte que je suis en train de travailler d'une certaine manière. Et c'est tout le but et c'est ça qui fait vraiment la complexité et du coup aussi la mixité des profils dans l'équipe. Les enfants ne se rendent pas compte, je dirais, les premiers mois, les premières semaines. Bon, au bout d'un moment, les enfants sont très intelligents, donc ils se rendent compte quand même que c'est du travail. Et surtout, ils voient que c'est du coup un peu la suite de l'orthophonie qu'ils ont l'habitude de faire. Mais ça prend un certain temps à venir. Et donc, vraiment, pour nous, l'idée, c'est de faire en sorte que ça soit le moins douloureux possible. En tout cas, vraiment faire en sorte que ça soit même un vrai plaisir. Et donc, c'est tout l'enjeu de notre boulot depuis 7 ans. Mais du coup, vous dites quoi aux parents qui attendent des rendez-vous médicaux? Vous dites commencer avec ça dans l'attente d'avoir un rendez-vous, c'est un complément, vous voyez ça comment? Je leur dis avant tout de s'inscrire sur des listes d'attente. Oui, mais ça en général c'est fait. Ouais. Il y a des listes d'attente territorialisées, il y a plein d'initiatives et il faut rappeler, l'orthophonie, ça reste la seule vraiment piste qui est remboursée et recommandée. Et effectivement, aujourd'hui, nous, notre positionnement, c'est de venir en attente, donc faire en sorte d'éviter qu'il y ait un maximum de perte de chance. Donc, en amont des rendez-vous et surtout entre les deux rendez-vous, ça permet d'avoir déjà une première aide. Alors vous disiez c'est un dispositif médical, vous êtes soumis finalement à toutes les mêmes normes qu'on a quand on veut développer un médicament. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, votre jeu vidéo pourrait être remboursé par la sécurité sociale? Ça fait 7 ans qu'on bosse dans ce sens-là, effectivement. Donc, aujourd'hui, là, on est à un stade où on est en train de déposer notre dossier. C'est des processus qui sont très longs, très rigoureux. Et encore heureux, j'ai envie de dire, c'est aussi vos impôts, nos impôts, donc vraiment, qui font en sorte que l'exigence clinique est extrêmement élevée. Donc oui, c'est notre ambition de devenir un dispositif médical pris en charge par la collectivité. Et d'ici là, il y a plusieurs modalités de paiement qui existent, que ce soit en direct, via des complémentaires santé ou via un accès direct. Et ça coûte combien? 30 € par mois.
Oui, là, vous avez levé 5 millions d'euros, c'est votre troisième levée de fonds. Au total, vous avez levé 20 millions d'euros. C'est quoi l'enjeu? C'est-à-dire, c'est de garder un jeu vidéo qui soit au niveau de ce qu'on fait quand vous n'avez pas un dispositif médical, c'est d'aller chercher le plus de parents, c'est où est-ce que vous allez investir? Alors, c'est vraiment principalement dans la recherche clinique. Comme on le mentionnait en préambule, il y a une multitude de troubles 10. Et donc, du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est de poursuivre l'intégration dans les parcours de soins, donc apporter plus de preuves cliniques encore du bénéfice, d'aller aussi chercher d'autres troubles, donc notamment le TDAH ou des troubles du langage oral, faire en sorte qu'on développe d'autres modules pour adresser ces enfants et apporter une prise en charge. C'est quoi le regard des soignants sur ces nouvelles thérapies? Parce que là, on parlait des troubles 10, mais il y a aussi des thérapies numériques sur certaines maladies neurodégénératives, par exemple des troubles de la concentration aussi chez les jeunes. Il y a un enthousiasme ou plutôt une réticence par rapport à ces nouveaux outils? C'est encore très nouveau, je dirais, d'autant plus que la barrière clinique est élevée. Et donc, du coup, le nombre de solutions, de dispositifs dans l'écosystème qui font tout ce chemin-là, il est très très faible, surtout dans les troubles du neurodéveloppement. Donc généralement, on a surtout un discours justement de rappeler quelles sont les prises en charge qui sont recommandées, comment on peut être complémentaire. Mais effectivement, ça reste quelque chose qui est très récent et dans notre écosystème, notamment de chez l'enfant, on n'a pas beaucoup d'équivalents. Merci beaucoup François Vontron d'être venu ce matin pour nous parler de Popin.